Lebrun-Brossard qui va nous parler aujourd'hui des humanités numériques et du concept d'humanité numérique en littératie médiatique multimodale. Je m'intéresse à la littératie depuis très longtemps, mais je ne savais pas qu'il y avait ce concept qui était appliqué à la technologie numérique, à l'arrivée d'Internet, et qu'il y a des penseurs, philosophes, spécialistes des sciences sociales, des sciences humaines, qui s'étaient dit que finalement, on assistait à l'émergence d'un nouveau monde qui était basé sur les nouvelles technologies. J'ai trouvé ça extrêmement séduisant. Je me suis intéressée aux racines de ce concept-là et tout le monde s'accorde à dire que c'est un jésuite qui, à peu près vers la fin de la Deuxième Guerre, le père Buzat, a commencé à faire des recherches sur les œuvres de saint Thomas d'Aquin. C'est une somme théologique énorme et il voulait savoir quelle était la récurrence de certains mots et il n'y arrivait pas avec les moyens traditionnels. Alors il a demandé à la compagnie IBM son aide. C'était l'époque des cartes perforées. Par la suite, il y a eu les linguistes qui, eux, s'intéressaient beaucoup à ce qu'on appelle la linguistique computationnelle. Alors eux aussi ont été aidés par les premiers travaux informatiques, mais c'est seulement quand l'ordinateur personnel est arrivé dans les années 80 que les humanités numériques ont pu vraiment prendre leur essor. Et plus particulièrement avec l'arrivée d'Internet, il y avait la possibilité, avec cet instrument-là, de faire connaître ses opinions, etc. Donc, les humanités numériques ont une histoire qui est très récente. Finalement, bon, c'est une nouvelle transdiscipline ou translittératie, comme l'appellent certains. C'est une convergence de savoirs qui touchent l'homme et qui sont traités par des machines manipulées par l'homme. Donc, finalement, on est en face d'un nouveau type d'humanisme qui nivelle un peu les usagers. À l'origine, des jeunes, par leur culture couplée au numérique, les jeunes ont réussi à ébranler l'édifice des valeurs culturelles. Oui, on a une nouvelle définition de la culture véritablement avec le numérique et ça bouleverse beaucoup les critères éthiques des adultes et même leurs critères esthétiques. Même les adultes deviennent sensibles à une espèce de culture jeune, une culture populaire, une culture pour laquelle il faut trouver de nouveaux critères d'appréciation. Puis comment ça s'inscrit en fait, au regard de la littératie médiatique multimodale? Déjà dans les années 80, je te dirais, il y a des cours qui ont surgi dans les écoles qui s'appelaient Nouvelles technologies ou encore Applications pédagogiques de l'ordinateur. On utilisait l'ordinateur que dans certaines de ses fonctionnalités à ce moment-là, presque comme un traitement de texte, presque comme une machine à écrire. La preuve que ça a évolué et qu'on a eu dans les écoles de plus en plus de gens qui maîtrisaient l'instrument, c'est que finalement, ces cours-là ont disparu purement et simplement. Et je te dirais même que dans les universités, ces cours-là ont eu une vie très brève. On a formé des enseignants à utiliser avec les élèves les traitements de texte informatiques et tout ça. Puis là, tout à coup, il y a une mutation à peu près vers 95, 96, 97, justement avec l'arrivée d'Internet, avec toute cette expansion-là. Donc, on en est venu à dire, mais bon, l'ordinateur peut très bien être utilisé à l'école et peut très bien développer un certain type d'accès au savoir. Dans tout l'humanisme traditionnel, les disciplines étaient cloisonnées. Il n'y avait pas tellement de lien d'une discipline à l'autre. La preuve, dans le réseau scolaire, on fonctionne encore de cette façon-là, sauf au primaire où l'enseignant est un spécialiste multidisciplinaire. Mais là, il a fallu, avec l'arrivée donc de ce concept-là, qui est un concept transdisciplinaire, qu'on se dise, mais il faudrait repenser nos méthodes, il faudrait repenser nos corpus. Alors, dans le monde anglo-saxon, on s'est dit, il faut repenser les curriculums de façon à ce que les matières aient plus de liens entre elles. Par exemple, le français, l'histoire et la géographie devraient avoir des liens parce que ça semble, disons, une conception de la culture qui est intégrée lorsque l'on a une transdiscipline de cette sorte-là. Mais il fallait prévoir des formations d'enseignants qui misent sur les similarités entre disciplines, les similarités entre approches et
faire travailler aussi les enseignants d'après la technique du remix, c'est-à-dire sur un même objet, sur un même thème, avoir des points de vue ou des approches différentes et se servir de toutes les ressources d'Internet, des bases de données, pour pouvoir bâtir un objet qui sera un objet d'apprentissage. Je dis ça, mais en même temps, les enseignants apprenaient par eux-mêmes ce qu'étaient les nouvelles humanités numériques en faisant ces remixes-là, mais ils apprenaient aussi comment en faire graduellement à leurs élèves. On en est là actuellement, c'est-à-dire qu'on est en train de réfléchir à la façon de former des enseignants dans nos facultés de formation des maîtres, comment les former pour travailler davantage en collaboration entre eux. Il faudrait aussi qu'on pense qu'il y a certains spécialistes dans l'institution scolaire, bon, par exemple les anciens spécialistes d'audiovisuel, mais aussi, surtout, les techniciens en documentation, les bibliothécaires. Il faudrait qu'on pense que ces gens-là, par essence, sont les aides de l'enseignant lorsqu'il veut faire une approche transdisciplinaire du type humanité numérique et ils ont les ressources, ils savent, ils ont par formation la façon d'y accéder. Ils ont aussi des critères esthétiques et éthiques qui leur ont été inculqués lors de leur formation. Alors, je pense que les enseignants universitaires ont tout à gagner à travailler avec des gens qui sont en technologie de l'information et de la communication. Actuellement, au Québec, il y a aussi d'autres spécialistes que ceux de sciences de l'éducation qui s'intéressent aux humanités numériques. Il y a des gens en sociologie pour leurs propres besoins, des gens en histoire, géographie, donc sciences humaines. Il y a aussi des gens en littérature, je pense entre autres ici à l'Université du Québec à Montréal, à l'équipe de NT2, Bertrand Gervais. Alors lui, le concept d'humanité numérique lui sert finalement à réfléchir à la façon dont on opère une mutation actuellement dans le concept d'œuvre littéraire. L'œuvre littéraire n'est plus seulement une œuvre textuelle, c'est une œuvre qui est un mélange d'images et de textes, images en mouvement également. Alors, il y a des œuvres qui sont nativement numériques maintenant, qui sont cataloguées sur la plateforme de MT2, pas seulement des œuvres québécoises d'ailleurs, des œuvres qui proviennent d'un peu partout. Ce laboratoire-là fait une œuvre importante pour préserver un patrimoine qui est en émergence. Et je parlais de patrimoine, mais toute la notion de patrimoine ancien également est revalorisée par les humanités numériques, c'est-à-dire que maintenant, on peut faire donc des visites virtuelles de musées, on peut avoir accès à des cours en ligne, ce qu'on appelle les MOOC, là. On peut assister à des concerts, lire des ouvrages qui sont numérisés ou qui sont nativement numériques. Il y a des recherches qui sont faites justement en didactique des langues par certains de nos collègues sur, par exemple, la façon d'impliquer les élèves dans la lecture des œuvres littéraires en les faisant participer à des blogs. Il y a aussi du côté plus informatif certains enseignants qui maintenant impliquent leurs élèves dans l'écriture d'articles de Wikipédia, qui en même temps leur montrent ce que c'est qu'une source fiable, une qui l'est moins, leur montre comment opérer la traçabilité de leurs données. Bon, tout ceci fait partie d'un apprentissage, je te dirais, qui est nouveau, qui n'existait pas il y a 20 ans. Alors, c'est tout ça que le concept d'humanité numérique nous a amené à découvrir. Et qu'est-ce que tu dirais que sont les enjeux de la recherche aujourd'hui par rapport à ça? C'est un peu d'être débordé par ce flux constant de nouvelles informations qui nous arrivent et le manque de préparation des enseignants, le manque de critères. Je te donnerai simplement, disons, des critères pour évaluer l'image. Parce que dans les humanités numériques, il n'y a pas seulement des textes, il y a les images également. Alors, comment faire pour essayer d'évaluer qu'une image est juste par rapport à un texte, disons, dans une relation texte-image qui est bien conçue, si elle est fiable, si c'est une image qui a été trafiquée ou non. Alors, il y a des logiciels actuellement qui sont très puissants, qui permettent de savoir si une image dont on doute de la provenance a été trafiquée. Ça existe maintenant. On est à l'aube de ce type de recherche-là. Il y a aussi tout le problème des droits d'auteur. Il faut réfléchir particulièrement, même si on a des œuvres en open source là, qui sont de plus en plus sur Internet,
ça instaure un problème de plagiat. Alors, quand on a l'open source et que les auteurs de textes acceptent de signer une sorte de convention comme quoi là, tout est ouvert et ils peuvent mettre à la disposition d'un grand public sur la toile leur œuvre, ça va bien, mais tous ne font pas ça. Il y a tout le concept de culture en mutation actuellement. Est-ce que cette nouvelle culture numérique et d'objets numérisés nativement va faire disparaître la culture ancestrale? Wow, c'est riche, on a beaucoup de matière. Toi, est-ce qu'il y a des choses que tu voulais ajouter? Peut-être que je pourrais rajouter 2 ou 3 petites choses concernant, disons, notre ministère de l'Éducation. On s'est éveillé à la question il y a à peu près une dizaine d'années et à l'intérieur d'un organisme gouvernemental qui s'appelle le Récit, il y a des gens actuellement qui encourage le mouvement vers la création de matériel didactique qui peut être répandu un petit peu partout à travers la province et qui tiennent compte de ces technologies-là, non seulement en français, mais dans le domaine des sciences et dans le domaine des sciences humaines. Il y a une espèce de réseau qui se crée. Il y a une association aussi qui s'appelle la COAPS, qui est en train de développer toute une expertise actuellement sur l'infinité de ressources qu'on peut avoir grâce aux nouveaux outils numériques. Côté culture, plus généralement, bon, il y a la banque, la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, qui numérise des documents depuis très longtemps. C'est la voie de l'avenir. Il y a d'autres musées, par exemple, je pense au musée McCord, qui a numérisé depuis très tôt ses collections, qui a tout un volet éducatif également, et sans compter les éditeurs qui s'y mettent, alors qui publient des livres, des ouvrages, non seulement sous forme numérique, mais qui pensent actuellement et qui ont commencé à faire des éditions sous forme enrichie. Donc, c'est une grande tendance actuellement, miser sur les humanités numériques. Je trouve ça absolument passionnant.